La santé est ce qu'on a de plus précieux. Mais on se rend compte qu'après l'avoir perdue. Atteindre les 60 ans en France au début du dernier siècle, c'était un exploit. On n'a jamais vécu aussi longtemps qu'aujourd'hui. Mais on n'a jamais été aussi longtemps malade. 2 milliards de personnes dans le monde sont en surpoids. 70% des décès sont dus à des maladies chroniques, problèmes cardiaques, cancer, diabète. Ça augmente chaque année. Je vois tout ce potentiel humain et je vois tout ce gaspillage. Près de la moitié des Français prend des médicaments tous les jours. On verra probablement nos proches mourir sur un lit d'hôpital avant de s'y voir soi-même partir. À croire que vieillir, c'est forcément souffrir. Mais si au lieu des médicaments et des élixirs, la clé d'une longue vie en bonne santé se trouvait dans notre assiette. Le double cheese est de retour. La publicité nous fait courir après les burgers et les régimes magiques, travailler pour s'offrir des suppléments miracles pour devenir plus beau, plus jeune, plus fort. Mais c'est faux. On l'apprend peu à peu. Nous devenons ce que nous mangeons. Et nous devenons malades. Mais on peut peut-être y mettre fin. Le moyen le plus efficace de traiter une maladie est de la prévenir. Des décennies de recherche scientifique auraient permis de créer un régime alimentaire pour garder la santé et ralentir le vieillissement. Des gourous de la longévité comme Brian Johnson dépensent 2 millions de dollars par an pour rajeunir avec un régime spécial. En parallèle, notre planète se compose de pôles de longévité, des régions où la concentration de centenaires en bonne santé est supérieure au reste du monde. On part ici explorer ensemble l'alimentation de ces extracentenaires et scandir la science pour comprendre ce qu'il faut manger pour une longue vie en bonne santé. J'ai pas toujours su ce que je sais maintenant. Il y a 4 ans, je me serais coupé un doigt pour le savoir. Depuis mes 12 ans, j'ai enchaîné les problèmes de peau. Acné, eczéma, psoriasis. À l'adolescence, les gens ne me regardaient même plus dans les yeux. Ils étaient fascinés par le volcan au bord de l'éruption que j'avais entre les yeux. Un bouton nucléaire. Alors j'ai pris tous les traitements prescrits par les médecins. Antibiotiques, crème à la cortisone, Roaccutane. L'acné est parti après le lycée. Mais l'eczéma et le psoriasis se sont cachés. L'eczéma atopique et le psoriasis, c'est des maladies chroniques inflammatoires de la peau. Elles sont dues à un dérèglement du système immunitaire. L'eczéma provoque une peau sèche avec des lésions, des rougeurs, des démangeaisons. Un enfant sur 10 en est atteint. L'inflammation chronique, c'est un signe majeur de vieillissement. J'ai grandi en faisant beaucoup de sport. Tennis, kitesurf, football. Je fume pas, je bois pas de soda et peu d'alcool. J'ai toujours suivi ce que je pensais être une alimentation saine. Légumes, œufs, fruits, fromage, poisson, viande, pain noir, riz, céréales, pâtes. Je variais les plaisirs. Mais ça a dégénéré. En 2019, l'eczéma et le psoriasis ont ressurgi. D'abord sur le mollet, puis partout. J'étalais pourtant sur ma peau les traitements prescrits par les médecins. Crème dermocorticoïde et crème émolliente. Les symptômes diminuaient quelques heures avant de se répandre sur le reste de mon corps. Les traitements cachaient temporairement le problème, mais la racine du problème grossissait. Je mettais des bandages pour aller en cours, ma peau à vif. Impossible de faire du sport sans démangeaisons à tomber par terre. Impossible de dormir sans rendre mes draps orange. Je suis allé voir 7 médecins. Dermatologue, chirurgien, allergologue, généraliste, psychologue. Ils m'ont servi tous les diagnostics psychosomatiques possibles, sortis tout droit du génie humain. C'est ta copine le problème, elle te stresse. C'est à cause de ta relation avec ta mère. Bref, j'ai un profond respect pour les médecins. Mais j'ai compris qu'il fallait que je trouve la solution par moi-même. J'avais plus rien à perdre, alors j'ai lu tous les articles scientifiques sur le sujet. J'ai tout essayé, bain glacé, méditation, naturopathe, magnétiseur. Mais rien ne fonctionnait. L'eczéma continuait de se répandre, je devenais un mutant. J'étais à 2 doigts d'abandonner, à 2 doigts d'accepter de vivre avec une peau purulente, à m'étaler des crèmes jusqu'à la fin de ma vie comme le recommandaient les médecins. Mais un matin, je suis tombé sur 3 articles scientifiques. Un sur le régime alimentaire des habitants des pôles de longévité, un autre sur le lien entre notre microbiote intestinal et notre système immunitaire, et un dernier sur un programme brutal mais salvateur pour moi, le protocole auto-immune. J'ai appliqué les connaissances enseignées. En moins de 3 semaines, mes plaies sont devenues des croûtes. Mes croûtes sont devenues une peau de bébé. Tout a disparu. Je suis pas seulement redevenu normal, je suis devenu plus lucide, plus énergique, plus endurant. Mais lorsque je mange comme avant, ma maladie, des brouillards mentaux et des problèmes de digestion reviennent. C'est pas un hasard. C'est parce que les pôles de longévité et la science détiennent les secrets d'une longue vie en bonne santé. Et je les appliquais pas. Voici Seulo, un village de Sardaigne peuplé d'irréductibles italiens que le temps parvient difficilement à emporter. Un pôle de longévité avec la plus grande concentration de centenaires dans le monde. Comme à Ikari en Grèce, à Okinawa au Japon et à Nicoya au Costa Rica.
Des pôles constitués d'Homo sapiens avec des génétiques très différentes. Mais la science estime que moins de 30% de notre durée de vie est déterminée par notre génétique. Les travaux de scientifiques comme Kegawa, Poulain, Longo, Büttner et Leaf ont popularisé ces régions. Ces extracentenaires suivent des principes alimentaires communs. Plus de 90% de leur alimentation est fondée sur les végétaux non transformés. Légumes, fruits, céréales, légumineuses, noix. Des ingrédients entiers cultivés localement, cuisinés à la maison et consommés crus, fermentés ou cuits, avec leur famille et leurs amis. On retrouve beaucoup de légumes-feuilles, épinards, pissenlits, anettes. Les légumineuses comme les haricots et les lentilles sont habituellement consommées chaque jour, avec une poignée de fruits à coque comme les noix. Ça apporte fibres, protéines, vitamines, oméga 3 et minéraux. Ils boivent pas de soda, un peu de café noir, de thé, d'infusion, autour d'1,5 litre d'eau par jour et parfois un petit verre de vin avec leurs amis. Leur cuisine est pauvre en sucre, quasiment pas de sucre ajouté, uniquement le sucre naturellement présent dans les aliments. Ils mangent beaucoup de patates, leur alimentation est composée à plus de 60% de glucides, on y retrouve de la patate douce classique, de la douce violette et de la pomme de terre. On retrouve aussi des céréales complètes, maïs, riz et blé, mais les pâtes et le pain sont faits à l'ancienne. Par exemple, le pain est fait comme autrefois, avec de la farine complète et avec du levain pour dégrader le gluten. Ça le rend plus facile à digérer et ça peut libérer le sucre plus lentement dans le sang pour un taux d'énergie plus stable. Leurs plats sont souvent cuisinés avec de l'huile d'olive extra vierge obtenue d'un seul endroit par extraction mécanique à froid. On est loin des huiles industrielles. Mais le poisson s'absente à la plupart des repas, consommés maximum 3 fois par semaine. Pareil pour le nombre d'œufs, pas plus de 3 par semaine. Les fantômes dans ce régime, c'est les produits laitiers, surtout issus de la vache, quasiment absents. La viande, elle, est consommée environ 1 fois par semaine, seulement des portions de 60 grammes, l'équivalent d'un petit steak haché cuit. Mais comment vivent-ils aussi longtemps en mangeant si peu de viande ? Une trop grande consommation de viande aggrave les risques de développer un cancer colorectal. C'est le constat de l'étude de l'OMS qui rejoint celui déjà avancé par l'Institut national du cancer en juin dernier. Voici les chiffres avancés par l'étude. Plus 18% pour les produits à base de viande transformée, comme dans les plats préparés. Plus 17% pour la viande rouge. Plus de 800 études ont été analysées par 22 experts de 10 pays différents pour créer ce rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18%. Leur conclusion identifie un lien entre la consommation de viande transformée et l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et de maladies coronariennes. La viande transformée, donc le jambon, les saucisses et les sauces à base de viande, elle se retrouve dans la catégorie des agents cancérogènes avec le tabac et l'amiante. Mes grands-parents consommaient souvent de la viande transformée. Ils sont passés tous les deux en bloc opératoire parce que leurs artères coronaires étaient bouchées. Je sais pas s'il y a un lien. Pour la viande rouge, les données les plus solides sont limitées. La viande apporte des nutriments essentiels, mais la recherche identifie une association de sa consommation avec le cancer colorectal et potentiellement avec le cancer de la prostate et du pancréas. Mangeons du lait. J'en ai mangé quand j'étais petit et c'est comme ça que j'ai grandi. Mon énergie de tous les jours, je t'en remercie, petit yaourt. Les produits laitiers sont les amis pour la vie. Mangeons du lait. J'apprends mes leçons, je les sais par cœur, c'est toi que j'aime, mon ami beurre. Toutes mes forces et mon courage, je te les dois, toi le fromage. Mangeons du lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. La plupart des habitants de nos pôles de longévité ne tolèrent pas le lactose, comme 36% des Français et moi, ce qui peut les avoir poussés culturellement à ne pas en consommer. L'OMS recommande de réduire la consommation de produits laitiers et de viande provenant de vaches, de moutons et de chèvres. Ils contiennent des acides gras trans, ça boucherait nos artères et augmenterait le risque d'infarctus et de décès. Regarde-moi ce beau poisson. Au premier abord, il semble bon pour nous, il est bon pour notre cœur, il aide à prévenir la démence et certaines maladies chroniques grâce à ses effets anti-inflammatoires et protecteurs pour notre cerveau. Mais certains poissons contiennent du mercure. Le mercure contaminant les poissons provient souvent des déchets industriels et ménagers, notamment lors de la combustion de combustibles fossiles. Une fois libéré, il s'infiltre dans le sol et l'eau où les bactéries le transforment en méthylmercure. C'est là qu'il s'accumule dans le plancton. Le plancton est mangé par les petits poissons finissent mangés par les grands poissons finissent dans notre ventre.
Comme le mercure s'accumule à chaque étape de la chaîne alimentaire, les gros poissons contiennent plus de contaminants, donc mieux vaut manger les petits poissons, les anchois, le Saint-Pierre et les sardines. Mais ce régime miracle des pôles de longévité a des limites. Les ignorer peut nous rendre malades. Oops. Chef Brian is not doing a good job. That is delicious. Lui, c'est Brian Johnson, l'entrepreneur de 47 ans en quête de jeunesse éternelle. L'homme le plus médicalement mesuré du monde, du rythme cardiaque aux érections nocturnes. Tout ça pour la modique somme de 2 millions de dollars par an. Il déclare inverser son âge biologique par la nutrition. Mais mange-t-il différemment de nos extra-centenaires ? Au-delà d'avaler plus de 100 pilules par jour confiées par son équipe de médecins, Brian a un régime alimentaire strict pour réduire son âge biologique. Brian mange vegan. Brian mange 3 fois par jour des repas constitués d'aliments entiers, légumes, noix, graines, fruits. Brian pratique la restriction calorique de 10%. Brian mange 2150 calories quotidiennement sur une fenêtre de 8 heures. Brian jeûne donc au moins 16 heures chaque jour. 19% de protéines, 33% de glucides, 48% de matières grasses. Ni plus, ni moins. Mais il précise sur son site qu'il n'est pas indispensable d'être totalement vegan, c'est juste son choix personnel. Un régime proche du généticien de 55 ans, David Sinclair, il déclare inverser son âge biologique grâce à la nutrition. David est professeur de génétique à l'université de Harvard, il est connu pour ses travaux sur le vieillissement. David a aussi un régime principalement vegan, David mange aussi sur une fenêtre de 6 heures dans la journée, avec un seul repas par jour en fin de journée. David pratique la restriction calorique. Pas d'alcool, pas de sucre ajouté, pas de pain, pas de produits laitiers. Parfois un peu de poisson et pas de viande rouge, même s'il aime ça. Nos gourous pratiquent donc tous les deux la restriction calorique et leur régime principalement vegan est faible en protéines, comme dans nos pôles de longévité. Mais on n'aurait pas un petit problème culturel actuellement ? On va passer sur 2 grammes. Hop là, c'est parti. Et je vais rajouter 2 grammes d'arginine. Elle est où l'arginine ? L'arginine. Donc l'arginine. AKG Unfavored. Cul sec, bon d'accord. On a tous été éduqués par internet pour croire qu'un jour on serait des armoires à glace, énormes et secs. Les publicités nous font avaler des tonnes de shakers de protéines, de steaks et d'œufs, manger des plats écœurants pour obtenir des corps souffrants. On va réaliser une barre protéinée XXXL. Une étude menée par Valter Longo sur 6300 adultes montre une corrélation positive entre l'apport élevé de protéines et le cancer. Les adultes de moins de 65 ans suivant un régime élevé en protéines, c'est-à-dire représentant plus de 20% de leur apport calorique, avaient 4 fois plus de risques de mourir d'un cancer par rapport à ceux suivant un régime faible en protéines, c'est-à-dire vers 10% de leur apport calorique. Mais lorsque les sources de protéines d'origine animale étaient absentes, le risque de mortalité s'est réduit. Donc une quantité faible de protéines majoritairement végétales sera associée à une meilleure santé. Par contre, vers 65 ans, on devient plus frêle, nos muscles disparaissent peu à peu. Alors selon l'étude de Valter Longo, les gens mangeant plus de protéines après 65 ans pour compenser ont un risque réduit de mourir. Mais pourquoi la majorité d'entre nous ignore ça ? Aujourd'hui, Okinawa a perdu ses records de longévité. Les maladies et l'inflammation chronique se sont répandues. Le pôle de centenaire a chuté dès les années 90. Les fast-foods se sont progressivement installés dans la région, influencés par la culture occidentale et l'industrialisation après la Seconde Guerre mondiale. Plus de produits transformés, plus de sucre, plus d'alcool, plus d'acides gras saturés, plus de pain industriel. La nouvelle génération s'est détachée des traditions culinaires. Elle en perd des années de bonne santé. Elle en perd des années de vie. Le nombre de personnes atteintes d'eczéma a augmenté entre 1960 et 1990 dans les sociétés industrialisées comme la France. Mais est-ce qu'il y a un lien avec l'adoption d'une nouvelle alimentation ? Depuis 1979, McDonald's a ouvert plus de 1500 restaurants en France. Puis ça a été au tour de Burger King, KFC et maintenant des chaînes comme Popeye de servir aux Français de la malbouffe. Les traditions se perdent partout. En France comme dans l'ensemble des pays industrialisés, les habitudes alimentaires ont plus changé au cours des 50 dernières années qu'au cours des siècles précédents. De nouveaux aliments ont été introduits, d'autres ont pratiquement disparu de la composition de nos repas. De 1950 à 1995, la consommation de boissons sucrées a été multipliée par 6. La consommation de produits riches en sucre a augmenté encore plus, passant d'1 kilo en 1960 à 14 kilos par an par habitant en 1995.
Si on compare l'évolution des salaires et celle du prix des aliments d'origine animale depuis le début du siècle, on voit que le prix de la douzaine d'œufs a augmenté 10 fois moins que le salaire de l'ouvrier métallurgiste. Le prix du jambon, 8 fois moins. Le prix du kilo de beefsteak, 2 fois moins. Ce qui permet aujourd'hui à l'ouvrier métallurgiste, pour un même temps de travail, de s'offrir une quantité beaucoup plus importante d'aliments sources de protéines animales. Entre 1950 et 1990, la consommation de viande est passée de 44 kg à 91 kg par an par Français. Une montée en flèche, comme la consommation des produits laitiers. Avant, les haricots étaient la viande du pauvre. Les légumes secs permettaient de combler les besoins en protéines des couches sociales les plus défavorisées. Mais leur consommation a chuté, remplacée par la viande. Même la consommation des patates a chuté de 178 kg en 1925 à 64 kg par an par habitant en 1996. C'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. 20% de la vie se passe en moyenne aujourd'hui dans un état appelé morbidité tardive. C'est une lutte quotidienne contre un fardeau de plus en plus lourd de maladies chroniques. En 2021, 12 millions de patients en France souffraient d'une maladie chronique. Un coût à plus de 12 milliards d'euros. Mais la prévention des maladies par l'alimentation est-elle vraiment mise en avant? Ok, regardons le site de l'Association française de l'eczéma. L'eczéma touche plus de 2 millions de Français. Ici, le slogan n'est même pas « Soignons l'eczéma », mais « Vivons-le au mieux », à croire qu'il faut forcément se le trimballer toute sa vie. Dans leur rubrique « Comment traiter l'eczéma », ils recommandent surtout des produits émollients à appliquer sur tout le corps, tous les jours, pour hydrater la peau en dehors des zones d'inflammation. À 20 balles le petit pot de crème, je peux vous dire que ça fait un sacré budget en produits émollients sur toute une vie. Des crèmes dermocorticoïdes sont aussi recommandées. Mais pas une seule fois la nutrition n'est mentionnée. C'est quand même bizarre, pourtant la nutrition peut être définitivement un des facteurs principaux aggravant la maladie et à l'inverse la soignant. Mais quels sont les sponsors de l'Association française de l'eczéma? Ok, les marques de produits émollients. Des grands groupes pharmaceutiques aussi, impliqués dans des traitements pour l'eczéma, comme la Fondation Pierre Fabre pour l'eczéma et le groupe pharmaceutique Léo. Mais aucun d'entre eux ne mentionne une seule fois le mot alimentation sur leur page dédiée à soigner l'eczéma atopique. Seulement le site canadien du groupe Pfizer mentionne en bas de liste le mot aliment parmi les causes et éléments déclencheurs de l'eczéma. Comment peut-on soigner au mieux les gens lorsqu'on ne leur mentionne même pas une des causes principales de leur maladie? Alors moi j'ai de l'eczéma depuis toujours, depuis que je suis toute petite, mais c'était toujours à des degrés différents et on savait pas trop à quoi c'était dû, on savait pas trop, mais j'avais fait un test d'intolérance par curiosité et c'était avéré que j'étais intolérante à tout plein de produits, enfin d'aliments, que j'ai retiré petit à petit de mon régime alimentaire, on va dire, et il y a eu une vraie différence. Pour autant, je continue de temps en temps d'aller chez des dermatos qui, pour eux, quand j'y allais, ils me disaient mets de la cortisone et ça va passer. Ok. Et sauf que ça fonctionnait pas du tout. Et surtout que c'est hyper mauvais pour toi, c'est hyper mauvais pour la santé, ça règle pas du tout le souci. Je sais pas, ça nous avait semblé totalement naturel avec ma mère de faire un test d'intolérance. Okay. Mais on avait fait un test d'allergie, tu vois, et là j'avais rien. Et par contre, les intolérances, là, j'avais toute une liste. Et donc, selon toi, la nutrition, c'est à quel point elle te permet d'éviter d'avoir des symptômes? Je pense que c'est 75% du truc. Ok. Je pense que c'est bien 75%. Et je pense que le reste, c'est le stress, c'est comment tu te sens. Moi, je sais que j'ai un corps qui, tout de suite, quand je suis triste ou un petit peu stressée, il va me le dire, tu vois. Et à ton avis, pourquoi tu penses que peu de médecins parlent de la nutrition pour soigner ce genre de problèmes, comme tes problèmes de peau ou les maladies chroniques? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout, tu vois. Et moi, j'ai trouvé tout mon... j'ai appris tout ça à travers des blogs, à travers... sur Internet, tu vois. Du coup, l'information est quand même à portée de main. Et pour autant, dans la médecine, c'est pas encore un axe qu'ils ont exploré. Je sais pas ce qui fait qu'ils regardent pas ça. Parce qu'en vrai, ça fait sens. Quand tu te renseignes, ça fait totalement sens, tu vois. Ouais, c'est logique. c'est ce que tu manges, ça t'empoisonne plus ou moins, quoi.
Bah oui, ça. Je sais pas pourquoi ils préfèrent nous donner des crèmes qui nous rendent encore plus faibles, qui fragilisent encore plus la peau. Aucun des médecins que j'ai vus n'a prononcé le mot alimentation. J'ai juste eu le droit à une prescription de crème émolliente et de dermocorticoïdes à mettre toute ma vie. Mais pourquoi ? What's your doctor not telling you about food? Pretty much not telling you everything. Doctors don't get any nutrition education or such a small amount. I teach nutrition to Stanford med students. I get 4 sessions their entire career. And each session is 20 minutes of lecture and a whole bunch of time doing case studies. I get 80 minutes with the Stanford Medical School class in all the years they're there. So I asked you, what are people's doctors not telling them about food? And the answer is everything. Yes. Ok, donc ça c'est le cas des États-Unis avec leur système de santé. Mais qu'en est-il en France ? Hello mon ref, ça va ? Ça va être bien. T'as pas perdu ton sourire. Ah ouais, je sais, c'est ma qualité. Hein. Yo. Coucou, ça va ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ça fait plaisir de te voir. T'en es où en médecine là ? Là, je suis interne en 2e année. Ok. Donc c'est mon 3e semestre en médecine générale. Ok, donc ça fait combien d'années d'études déjà que t'as enchaîné ? Ça fait 6 plus là, je rentre dans ma 8e année. Donc là, donc j'ai fini mon externat. Là, je suis à l'internat, donc je suis en 2e année Je suis en 2e semestre d'internat de médecine générale. Ok, donc en médecine, là, t'es en 3e année, c'est ça ? Ouais. Je suis médecin diplômé, donc pas encore docteur. Il faut que je soutienne ma thèse, mais j'ai fini donc toutes les années d'études que j'avais à faire. Donc j'ai fait mes 9 années d'études de médecine et je suis spécialisé en médecine générale. Et selon toi, quelle est la place de la nutrition du coup dans la formation de médecine ? Elle est très légère, hein, parce que alors on a quelques cours de nutrition. Je sais plus en quelle année, honnêtement, ça fait quelques années que je les ai eus. Mais pareil, on a un collège de nutrition aussi, mais il est très petit. Franchement, ouais, c'est pas énorme. Franchement, tu vois, comme on parlait de travail personnel, la nutrition, c'est un truc qui tombe très peu au concours. Il peut y avoir peut-être 2 questions sur sur plusieurs centaines de questions posées. C'est un livre qui est vraiment tout petit par rapport aux autres. Donc c'est un truc que tu touches à moitié, quoi. Si toi, tu es très intéressé par la nutrition, tu pouvais aussi beaucoup le bosser. Mais étant donné que la nutrition, c'est très peu de questions qui tombent aux ECN, et ben finalement, très peu de gens le bossaient. C'est encore une fois une question de QCM. Je pense qu'elle est mise à un même niveau que n'importe quelle autre spécialité. Après, du coup, c'est très théorique, donc la compréhension de la nutrition. On n'a pas eu forcément de mise sur le terrain où on a dû parler de nutrition avec des patients. C'est plutôt au fur et à mesure des stages où là on réapprend, et notamment en médecine générale, où on réapprend à parler de nutrition avec les patients. Pour toi, c'est quoi la portion que représente la nutrition dans tes cours de médecine ? Franchement, je sais pas, je dirais 1%. Ouais, dis quoi ? La portion que représente la nutrition dans tes cours de médecine, c'est quoi ? Ah ouais, c'est pas plus de 5%, c'est ouais, 1%, 2%, ouais. Vraiment, c'est... Ah ok. Donc... D'un point de vue cours, on n'a pas énormément. Et t'as l'impression d'avoir des connaissances suffisantes pour conseiller des patients sur leur nutrition ? Non. Pas du tout. Beaucoup de nos patients, on les réoriente vers des diététiciens, justement. Le seul souci, c'est que les diététiciens, c'est pas du tout remboursé. Par rapport à l'enseignement que j'ai reçu, ouais, et surtout, notamment du fait que je suis en médecine générale, c'est quand même un sujet qui est hyper important, avec toutes les maladies chroniques, notamment obésité, diabète. Les médecins généralistes comme toi, est-ce que tu penses que d'autres médecins vont avoir aussi la nutrition en tête quand ils vont proposer des solutions à leurs patients ? Ou est-ce qu'ils vont simplement plutôt leur recommander des médicaments en France ? Ça dépend de ta formation, hein. Mais je pense que globalement, on est quand même sur une médecine financière, pécuniaire, et effectivement l'argent, les médicaments sont plus que prescrits par les spécialistes, et je pense aussi un peu trop peu souvent des moyens simples comme le sport et la nutrition. Donc je pense qu'effectivement il y a une petite lacune à ce niveau-là. Et je veux dire, c'est comme ça qu'on a été formé, en tout cas en médecine, en France. C'est sur la prescription de molécules. Donc oui,
Je pense que c'est un peu sous-évalué la nutrition dans la prescription médicale en France. D'accord. Après, il y a aussi ce côté où c'est le patient des fois. Alors il y a des patients qui veulent pas plus de médicaments, mais il y a des patients qui réclament aussi leurs médicaments. Et quand on leur dit d'aller faire du sport ou de faire attention à l'alimentation, ils n'ont pas trop envie. Ils préfèrent une pilule coupe-faim et pouvoir guérir facilement sans faire d'effort. Sans faire l'effort, quoi. L'effort de faire les choses par soi. Allez, bisous le sang. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour à tous et ciao. Plus. À plus. Dans une France tendant parfois à mettre sous le tapis la nutrition dans l'enseignement de la médecine, comment les docteurs peuvent-ils soigner au mieux leurs patients? C'est peut-être pourquoi des centaines de milliers de Français atteints d'eczéma et MOA se sont vus prescrire un traitement à vie sans recommandation alimentaire. Mais au bord de l'abandon, j'ai trouvé la solution. On nous vend des mythes toujours plus extrêmes sur les régimes sains pour nous. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Manger que de la viande crue, devenir totalement vegan, manger des œufs matin, midi et soir. C'est le brouillard. Les nutritionnistes font souvent des recommandations diététiques générales pour leurs patients sur ce qu'ils devraient manger pour leur santé, sans distinction de l'individu. Arrêtez la pizza, ne mangez plus de glace, fini le chocolat. Comme s'il y avait un seul régime parfait pour tout le monde. Mais on est tous différents. Parfois, certains conseils poussent les patients à développer plus rapidement la maladie que ces conseils étaient censés prévenir. Nos différences génétiques, de style de vie et nos bactéries intestinales font réagir nos corps différemment à ce qu'on mange. Une étude menée par le professeur Eran Segal a permis de surveiller sur une semaine les réponses glycémiques d'après-repas de 800 personnes. La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire sa teneur en sucre. Des taux de sucre élevés dans le sang après les repas permettraient de prédire une mortalité globalement plus élevée. Ce sucre a une importance pour le bon fonctionnement de l'organisme puisque les cellules du corps humain en ont besoin pour produire de l'énergie. Mais en excès ou en insuffisance, il nous rapproche de la mort. Des niveaux de sucre dans le sang radicalement différents ont pu être observés entre deux individus suivant des régimes identiques. Lorsque la même personne mange le même repas à des jours différents, la réponse est similaire. Mais lorsque des personnes différentes mangeaient le même repas, la réponse était très différente. Par exemple, le pain blanc n'a pratiquement aucun effet sur la glycémie de certaines personnes, alors que chez d'autres, il provoque d'énormes pics. Et c'est pareil pour tous les aliments testés, y compris le riz, la pizza, la glace, les sushis et même le chocolat. Pour chaque aliment testé, certaines personnes avaient des réponses glycémiques faibles, d'autres des réponses moyennes et d'autres encore des réponses très élevées. Donc il ne s'agit pas seulement de l'aliment, mais de la personne qui le mange. Si les moyennes et les tendances sont instructives, elles ne signifient pas grand-chose pour un individu spécifique. Certaines personnes ont eu un pic de taux de sucre dans le sang pour la glace, mais pas pour le riz. Mais d'autres ont eu un pic au riz et pas à la glace. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certains d'entre nous luttent pour perdre du poids et retrouver la santé, alors que d'autres, suivant le même régime, restent sveltes et en forme. En plongeant dans les tréfonds de la littérature scientifique, je suis tombé sur le protocole auto-immune, ma dernière carte à jouer avant l'abandon. C'est un régime alimentaire composé d'aliments anti-inflammatoires. Pour minimiser le risque d'inflammation chronique, il élimine tous les aliments susceptibles de déclencher une inflammation. Ils sont remplacés par des aliments riches en nutriments pour améliorer la santé intestinale, la régulation hormonale et le système immunitaire. Il est peut-être le plus utile pour les personnes souffrant d'inflammation chronique ou de dysfonctionnement du système immunitaire. Ça implique parfois des maux de tête, de la fatigue, des troubles gastro-intestinaux, des douleurs musculaires et articulaires, des troubles du sommeil et des problèmes de peau. Du coup, pas de produits laitiers, pas d'aliments transformés, pas de sucre raffiné, pas de céréales, en particulier avec du gluten, pas de légumineuses, pas de noix, pas de café, pas d'alcool, pas d'œufs. Les problèmes que je devais garder à vie selon les médecins ont disparu en 3 semaines. Mon corps s'est reconstruit et j'étais de retour, avec une plus grande énergie qu'avant. Mais je voyais mes potes dévorer des pizzas et des sushis devant moi et je pouvais pas y toucher. Je voulais pas redevenir Orange Man. Mais il était pas question que je mange comme un ermite jusqu'à la fin de mes jours. Il fallait que j'en sache plus. C'est là que j'ai découvert le test aux intolérances alimentaires. J'ai fait une simple prise de sang que j'ai envoyée dans un labo spécialisé. J'ai reçu les résultats par mail. Mon corps ne tolère pas les blancs d'œufs, le lait, les haricots rouges, l'orge, les petits pois et le gluten. Alors je les ai retirés de mon assiette et j'ai réintégré les autres aliments. Plus de symptômes, rien. Retour à la vie. Retour au sushi. Il y avait une chance sur 400 000 milliards que toi et moi naissions. Du néant à des cellules insignifiantes,
On est devenus des singes avec une conscience supérieure au reste du monde animal. Mais pour tirer de ce miracle toute sa beauté et la partager, il faut être en bonne santé physique et mentale. Et ça commence par ce qu'on mange. Aujourd'hui, je suis un régime proche des pôles de longévité, omnivore mais majoritairement végétal. J'élimine souvent les aliments que mon corps ne tolère pas, les aliments transformés et ceux nocifs. Je privilégie les aliments anti-inflammatoires. Je mange parfois sur une fenêtre de 8 heures dans la journée pour reposer l'organisme. Trouver du plaisir à manger comme ça était difficile au début. Mais j'ai développé des recettes ces 4 dernières années qui m'ont permis d'être en pleine forme physique et mentale tout en me régalant. J'ai plus de problèmes d'inflammation, de digestion, de brouillard mental et de peau. Mes potes aiment tellement mes plats quand je les invite à manger qu'ils me prennent mes recettes pour se les cuisiner chez eux. Si tu veux aussi changer ton alimentation en te faisant plaisir, j'ai rassemblé mes recettes dans ce livre. Des recettes simples, petit déjeuner, entrée, plat, dessert, snack, tout y est. Les bienfaits de chaque recette sont expliqués en s'appuyant sur la connaissance scientifique. J'approfondis en bonus des sujets comme le programme auto-immune, le rôle de notre microbiote intestinal sur notre santé physique et mentale, et l'impact de l'alimentation sur notre cerveau. Finalement, bien manger permet d'ajouter des années à notre vie, mais peut-être, et surtout, de la vie à ces années. D'autres facteurs influent sur le vieillissement. La nutrition n'est pas le seul ingrédient de l'élixir de jouvence. Le mouvement, la connexion sociale et la spiritualité sont d'autres ingrédients de la potion magique. Mais quel mouvement et quel sport permettent d'être un extra centenaire ? C'est ce qu'on découvrira dans le prochain épisode.